Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous santé du jeudi. J'ai évoqué à plusieurs reprises dans la chronique du matin l'importance de l'aide aux aidants, rôle sous-estimé, au statut bien flou et pourtant endossé par 8 à 11 millions de personnes en France qui s'occupent, qui d'une mère, qui d'un père, qui des grands-parents. J'ai découvert avec beaucoup d'intérêt la double vie d'une journaliste que vous connaissez tous, qui a animé pendant plusieurs années les soirées de BFM, puis d'Europe la saison dernière, tout en s'occupant chaque matin de sa grand-mère, presque centenaire. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour son ouvrage « Courage au cœur et sac au dos » aux éditions du Rocher, Nathalie Lévy qui nous livre un émouvant témoignage familial en même temps qu'une réflexion profonde sur la place qu'elle juge indigne des aînés dans notre société. Nathalie Lévy, bonjour. Bonjour Serge Rafal, merci beaucoup de m'accueillir. Heureux de vous retrouver de passage à la maison après une longue absence. Exactement, je suis très heureuse et très émue d'être là avec vous, avec Philippe Sinclair. J'ai les larmes aux yeux là déjà, ça commence mal, non? Oui, alors je vais profiter de votre présence dans mon rendez-vous qui est un rendez-vous principalement médical pour discuter avec vous de la décision et des difficultés de garder chez vous votre grand-mère d'abord âgée, puis très âgée et valide, puis en perte d'autonomie. Nous profiterons de cette expérience pour parler de l'aide aux aidants, de la maltraitance ordinaire, des services à la personne, de l'inhumanité de l'hôpital, des EHPAD, tout sujet que vous avez à un moment de votre parcours côtoyé ou expérimenté et auquel vous avez bien sûr beaucoup réfléchi. Ouais, bah écoutez, je sais pas si je dois dire un mot là maintenant, mais effectivement j'ai enquêté aussi parce que outre le témoignage que j'apporte dans ce livre Courage au cœur et sac au dos, qui est vraiment à la virgule près mon histoire et notre histoire avec ma tante et ma mère également autour de ma grand-mère, donc ce quatuor. Une histoire qui démarre en Algérie, Nathalie. Oui, c'est vrai, une histoire qui démarre en Algérie puisque ma famille vient d'Afrique du Nord et que en 1962, juste avant la reconnaissance de l'indépendance, mamie et ses deux filles, elle est veuve, elle a deux petites filles qui à ce moment-là sont jeunes adolescentes et elle arrive en France déracinée, les yeux embués, un peu sonnée en fait. Voilà, donc c'est un déracinement d'abord, il y a cette histoire-là, et puis il y a des valeurs qui sont transmises, une éducation, un attachement aux anciens, et puis du coup une transmission avec nous, ces petits enfants qui arrivent dans sa vie comme ça quand elle a une cinquantaine d'années, et le lien qui se fait, qui se dessine, qui s'installe et qui s'accentue au fil des ans. D'abord, on est 4 petits enfants et puis je suis l'aîné et donc sans doute il s'est passé un truc fusionnel très vite entre nous, une sorte de coup de foudre. On s'est reconnus, je pense. Et voilà, et elle est dans ma vie depuis mon premier souffle et je suis dans sa vie maintenant parce qu'elle est effectivement, vous l'avez dit Serge, elle est dépendante aujourd'hui. Alors j'ai le sentiment, Nathalie, que vous êtes très fière des relations que vous avez pu tisser autour de cette grand-mère bien-aimée. Et en même temps, j'ai l'impression que vous en éprouvez une certaine culpabilité qu'il m'a semblé trouver dans une lettre que vous adressez à votre fille Faustine. Vous expliquez que c'était pour vous une obligation morale, pas un sacrifice. Oui, on parle beaucoup des aidants et particulièrement aujourd'hui, on va y venir Serge dans un petit instant bien sûr avec le congé indemnisé, mais voilà, moi je suis pas aidante, je suis simplement aimante, une petite fille aimante qui a peut-être une place un peu à part dans son cœur, enfin j'espère, mais je suis aimante et évidemment une grosse place dans son cœur. C'est vrai, je crois que j'ai toujours voulu avoir une place de choix, voilà. On s'est un peu tous tiré la bourre pour avoir un peu plus de son cœur bizarrement, allez savoir pourquoi. Toujours est-il que oui, il y a énormément d'amour, il y a énormément d'attachement, il y a une forme de dépendance affective. Je peux dire certainement, oui, ce mot convient. Et donc, il y a aussi beaucoup de culpabilité, vous avez raison. C'est pour ça que je m'en explique et que je m'en excuse auprès de Faustine parce que moi, quelque part, j'ai pas choisi cet attachement, j'ai pas choisi cette relation, elle m'est tombée dessus, mais elle m'a complété quelque part. Elle m'a nourri, elle m'a apporté nécessairement quelque chose, sinon j'en serais pas là. Enfin, j'aurais pris mes distances, j'aurais évolué autrement, mais ça me nourrit. Inévitablement. Et j'ai pas envie que Faustine, elle se sente une obligation ni vis-à-vis de ma mère, plus tard, ni vis-à-vis de moi. J'ai envie qu'elle fasse ses choix, si elle doit vivre au Canada ou à Tombouctou, qu'elle puisse partir sans un fil à la patte. Enfin, vous savez, l'image des racines et des ailes. Moi, ce des racines et des ailes, en définitive, je crois pas l'avoir tellement là, palpé. Mais elle, j'ai envie qu'elle l'empoigne et qu'elle vive cette liberté sans attache. Donc, je pense qu'il faut aussi, nous, ma génération, penser notre avenir et penser notre dépendance dans 30, enfin j'espère le plus tard possible, mais il faut la penser cette dépendance, il faut la prévoir.
Non, je vais directement à la conclusion parce que c'est une phrase, qui est juste provisoire. Vous dites une société qui ne respecte pas ses aînés ne se respecte pas. Oui, je pense que c'est une société en malaise, en mal-être, en mal de direction. On peut pas laisser les aînés sur le bas-côté de la route. Je pense qu'il y a un vrai clivage. Je sais pas ce que vous en pensez, Serge, mais je pense qu'il y a quand même un vrai clivage aujourd'hui entre nos élites, nos dirigeants et la population. D'ailleurs, on l'a vu pendant le confinement, on a vu des jeunes et des moins jeunes aller vers les anciens, vers les vieux, disons les choses telles qu'elles sont, leur porter des paniers repas, leur apporter des livres, des magazines, pour qu'ils aient un peu moins ce sentiment d'isolement. Ça s'est vraiment vu et ça a été même dit dans les JT, etc. Et paradoxalement, on a des élites qui nous disent il faut être productiviste, il faut être rentable, il faut être dans l'entreprise extrêmement concentré, on dépense pour les jeunes, mais c'est un fardeau que de soutenir les vieux. Vous voyez, il y a ce double discours et il y a aussi ce double ressenti qu'on soit dans la population, qu'on soit dans l'État, en fait, dans la direction en tout cas de l'État. Mais vous dites c'est compliqué de s'occuper d'une personne âgée, il faut une organisation quasi militaire de l'emploi du temps. Oui, en tout cas, il faut une bonne coordination. C'est vrai que j'ai énormément de chance et j'en suis parfaitement consciente, et Mamie a énormément de chance. Elle a ses 2 filles aînées, ses 2 filles, ma mère et ma tante, et moi-même, qui sommes là comme un triptyque donc autour d'elle. On vit dans la même ville, on vit à quelques stations de métro. C'est une chance inouïe parce que vous savez, la moyenne de distance entre les aidants et les aidés, c'est 212 km. Autant vous dire que quand votre grand-père il habite à 212 km, vous pouvez pas aller le voir tous les jours. Moi, j'ai la chance effectivement de pouvoir la visiter tous les jours, le matin, ma mère le soir, ma tante le midi. Et dans cette espèce de balai comme ça à 3, dans cette ronde, on la maintient à domicile, on la maintient sur le plan cognitif, et c'est donc une chance, un privilège inouï. Et nous on rejoint dans notre orchestre des auxiliaires de vie, parce qu'on peut pas tout faire toute seule avec nos petits bras. On n'a pas les moyens, de l'assister exactement comme on voudrait sur le plan aussi médical. Et nous on rejoint ces auxiliaires de vie qui sont un personnel aujourd'hui qui est mésestimé, qui est complètement occulté, qui sont des femmes pour la plupart incroyables. C'est souvent presque même du militantisme ce qu'elles font, et elles sont payées au lance-pierre. L'aide à domicile, c'est l'horreur pour vous, puisque vous utilisez un terme très fort, vous dites quasiment c'est la maltraitance ordinaire. Alors il y a 2 choses. Vous avez raison, il y a 2 formes de maltraitance, c'est-à-dire que il y a des auxiliaires de vie qui sont placés dans des domiciles sans avoir d'attache avec les patients, sans savoir pourquoi elles sont là, qui font ça simplement parce qu'il faut bien gagner sa croûte. C'est un constat d'ailleurs, Nathalie. Vous dites qu'elles sont pas méchantes, mais désabusées, mais complètement maltraitées psychologiquement, humiliées, moquées, critiquées en permanence, et qu'on déplace comme des pions. Exactement, parce qu'il faut boucher les trous d'un planning, parce qu'il faut aller chez Madame Machin et puis chez Monsieur Bidule, etc. Donc elles ont même pas le temps. D'ailleurs, on joue sur l'affect de ces personnes parce qu'on n'a pas le temps en fait de leur expliquer, de vraiment procéder à une mise en relation. Il n'y a pas tout ça. Donc il y a cette forme de maltraitance là, et puis il y a aussi une autre forme de maltraitance, c'est-à-dire que elles sont aussi parfois dans la déconsidération du patient. Vous avez une formule. Oui, il y a une des personnes que vous voyez qui dit c'est dégueulasse les vieux. Oui. Bah oui, mais parce que leurs conditions de travail sont insupportables, parce qu'elles ont pas envie d'être baladées de kilomètre en kilomètre, parce qu'elles ont pas envie d'être parfois dans des domiciles insalubres où elles sont obligées de faire le ménage parce que la famille le fait pas, parce qu'elles sont complètement exploitées. Mais il y a aussi un problème de formation, de filière, c'est-à-dire que aujourd'hui cette profession n'est pas reconnue. On n'est pas dans une filière d'excellence. Or, les métiers du care, il faut qu'ils soient inscrits dans une filière d'excellence, parce que c'est ces femmes-là qui vont nous permettre de vivre à domicile le plus tard possible, demain, après-demain. Et si elles sont pas formées comme il se doit et respectées comme il se doit, ce sera toujours comme ça, en fait, à la va comme je te pousse, si vous me permettez l'expression. C'est une voie de garage. Voilà. Quoi. Et si c'est une voie de garage, en fait, ça veut dire qu'on reconnaît pas, en fait, ces plus de 70, ces seniors ou ce grand âge, et donc on leur administre des gens qu'on ne reconnaît pas non plus. Voilà. Et elles ne peuvent pas se rebeller. Je l'ai appris dans votre livre. Si jamais elles font une remarque, on leur change les horaires et on les affecte. C'est ça. Elles ont des employeurs, vous savez, ces agences de service à la personne qui fleurissent un peu partout, ça pousse comme des champignons. Mais est-ce que les responsables de ces agences font l'accompagnement, vont dans les domiciles avec elles, vont voir dans les foyers si ça correspond, si le profil correspond bien aux patients, aux résidents, etc.
je crains qu'on n'en soit pas là. Vous avez aussi expérimenté la maltraitance à l'hôpital, puisque 2-3 fois votre grand-mère s'est arrivée aux urgences et vous dites que c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué quand on est une personne âgée sur un brancard aux urgences. On est une personne invisible sur un brancard aux urgences. C'est-à-dire que j'ai un infini respect pour le personnel soignant, qui est un personnel exsangue, qui est lui aussi évidemment très peu considéré, sous-payé. Néanmoins, voilà, j'ai assisté, j'étais là, j'ai vu ma grand-mère en chemise de nuit, en fait en espèce de blouse, avec une fenêtre ouverte derrière elle. On était en automne, je suis arrivée, elle grelottait, elle avait les lèvres bleues et elle devait faire une radio et on l'a pas couverte. On lui a pas mis une simple couverture. Et quand je suis arrivée, j'ai enlevé mon manteau que j'avais sur moi, je lui ai mis tout de suite et j'ai demandé au médecin, d'ailleurs c'était pas un médecin, c'était une infirmière, je lui ai dit mais donnez-moi une couverture, n'importe quoi, je l'emballe dans des draps, quelque chose. Ah ben on n'a pas. Et là, j'avoue, j'ai été assez exécrable, mais j'étais soufflée de voir comment on considère pas les vieux. On les considère pas, on les met de côté. On veut pas voir, en fait. On veut pas voir. On considère pas le personnel de l'hôpital dans son ensemble. Oui, c'est vrai. On les a applaudis on les a applaudis parce que c'était bien pendant 3 mois. Voilà. J'aimerais qu'on dise un petit mot sur les EHPAD, Nathalie. Je tirerai pas sur l'ambulance parce que, à mon sens, on est un peu dans ce schéma-là. C'est un modèle, en revanche, qui a du plomb dans l'aile, qui est dépassé. En tout cas, dans le modèle chez nous, là, en Occident et particulièrement en France. Il faudrait vraiment aller regarder vers le Danemark, par exemple. Le Danemark qui fait des choses incroyables avec des résidences très ouvertes. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, des salles de sport au rez-de-chaussée qui sont accessibles à tous. Vous pouvez prendre, vous, Serge, votre abonnement. Votre fils peut prendre son abonnement. Et à l'étage supérieur, il y a des personnes âgées qui peuvent descendre et qui voient par les vitres ce qui se passe et il peut y avoir cette interaction. Pareil à Tokyo, c'est des précurseurs parce que en termes de natalité, ça fait déjà bien longtemps qu'ils sont très loin de nous en termes de mouvement démographique et donc ils ont pris aussi le taureau par les cornes. Il y a des crèches et des maternelles aux premiers étages des maisons de retraite au premier étage. Donc il y a cette mixité, donc il y a ce pouvoir de l'intergénérationnel qui fonctionne et ça fonctionne. Et je pense que clairement chez nous, il va falloir à un moment se rendre compte qu'il faut ouvrir les vannes, il faut ouvrir les portes de ces établissements, il faut les repenser, il faut les recolorer, il faut leur redonner de la vie, il faut aussi leur donner accès à l'extérieur, il faut plus d'éthique, plus de liberté pour les résidents, plus de liberté pour les soignants également. Et voilà, c'est comme ça qu'on y arrivera parce qu'il y a des établissements très bien, mais plus souvent en région que dans les grandes villes. Oui, il y a 7000 établissements qui hébergent un petit peu plus de 700 000 personnes résidentes. Un tiers de ces EHPAD n'ont pas de médecin coordonnateur. Ah, mais même, d'ailleurs, il n'y a pas d'obligation à avoir un médecin coordonnateur dans ces établissements, absolument. Ce sont des aides-soignants ou des infirmiers. Alors vous dites un EHPAD ne devrait pas être un mouroir ou une garderie pour des petits vieux gâtés. Sans être un hôpital, ce devrait être quand même un endroit où on assiste, où on prend soin. Le care dont vous parliez tout à l'heure. Bah oui, on est dans cette obligation. Je pense encore une fois, si on veut pouvoir se regarder dans la glace, cette société en tout cas, il faut repenser ce système. Comment appréhender le problème de l'accompagnement, de vieillir à la maison dans une société qui a changé à la fois mentalement et qui n'a pas les structures suffisamment humaines pour les prendre en charge? C'est compliqué, effectivement, c'est très compliqué, c'est un coût, c'est considérable. Mais attention, c'est un coût, mais quand on place aujourd'hui un membre de sa famille en EHPAD, c'est un coût aussi. Alors il y a les EHPAD publics, les EHPAD privés, il y a beaucoup d'aides aussi, mais on peut. J'entendais une dame l'autre jour me dire qu'elle avait placé sa maman ou sa grand-mère en EHPAD, elle tournait autour de 5 500 € dans Paris. Alors ok, on est dans Paris, mais 5 500 €, c'est une somme considérable. Donc à ce rythme-là, autant se tourner vers des auxiliaires de vie qui viennent dans le domicile et qui maintiennent la personne âgée à domicile, parce que il faut savoir que 92% des Français veulent finir leur jour chez eux, dans leur foyer, dans leurs photos, dans leurs meubles, dans leurs odeurs. Donc essayons un tout petit peu de penser ça, et c'est pour ça que le système... Vous savez, au Danemark, je reviens au Danemark parce qu'ils sont vraiment très forts en la matière, d'abord les seniors se disent qu'ils sont les plus heureux du monde. Pourquoi? Parce que d'abord l'EHPAD est dans la cité, il n'est pas caché à des kilomètres, il n'est pas écarté, il est vraiment dans la cité. Et puis il y a vraiment cette notion de
On a fait les chambres sous forme d'appartements, on a repensé les espaces, on est dans encore une fois cette interaction générationnelle, etc. Et je pense que voilà, il faut aller voir ce qui se passe ailleurs. Où est le problème? C'est pas des coûts surdimensionnés. De toute façon, un tiers des établissements EHPAD aujourd'hui ont plus de 50 ans. Donc de toute façon, il va y avoir à un moment des travaux à effectuer, une remise en état, etc. Est-ce que ça doit pas passer d'abord par des choses très simples qui sont de redonner vie à ces établissements? Redonner vie à ces établissements, ni plus ni moins. On est obligé, tout à l'heure, dans le lancement de l'émission, je disais, il y a 8 ou 11 millions d'aidants, certains par amour, vous dites, moi je suis une aidante, certains par nécessité, Bien par sûr. l'impossibilité de pouvoir payer un établissement dont l'extrême, la majorité de la somme n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. Exactement. D'ailleurs, sur le sujet, je trouve qu'il y a un vrai sujet à réfléchir, à mon sens, c'est que enfin bon, c'est peut-être un peu, je digresse un peu, mais je pense que la réforme du patrimoine, etc., ça participe aussi de notre salut plus tard. C'est-à-dire que il faut pas se dire que c'est tabou oui, l'aidant, plutôt l'aider, pardonnez-moi Serge, l'aider doit participer à la dépendance. C'est-à-dire qu'il faut s'il veut vieillir chez lui dans de bonnes conditions, il faut à un moment, c'est vrai, peut-être prendre sur le patrimoine pour pouvoir pérenniser à domicile ses jours. Et ça, voilà, c'est encore très tabou. Moi, je pense qu'il va falloir, dans le prochain quinquennat, mettre ça sur la table parce que ça passera par là. Mais vous voyez, quand en 10 ans au Danemark, le nombre de résidents en EHPAD a été divisé par 2, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire aussi beaucoup de prévention. La prévention, en France, on est très loin du compte. La prévention. Non, c'est pas faire. Voilà. Donc, les soins dentaires. Ça paraît un b.a.-ba, mais voilà, il n'y a pas suffisamment de soins dentaires pour les seniors. L'aménagement urbain, la facilité de transport, voilà, le bien vivre de la personne âgée qui du coup va être repoussée dans l'échéance de la dépendance. Donc c'est formidable, ça veut dire qu'elle sera beaucoup moins longtemps dépendante, beaucoup plus tardivement dépendante, et donc c'est un coût moindre aussi pour la famille, c'est un coût moindre pour elle et pour l'État, et voilà, et que la question soit gérée aussi au niveau municipal. Je pense qu'il faut décentraliser cette question. Il faut la décentraliser parce qu'on a dans les territoires, ils savent exactement de quoi ils ont besoin par rapport à leur population. Vous avez éprouvé là maintenant le besoin d'associer ce quotidien à votre travail? On a l'impression qu'il y a eu une réflexion chez vous. Vous savez, c'est marrant ce que vous dites, Serge, parce que bon, vous me connaissez un petit peu, mais on s'est pas vu depuis longtemps. Mais j'ai écrit ce livre au départ vraiment comme une ode à ma grand-mère en quelque sorte. C'est-à-dire que j'avais pour ça d'ailleurs. On perçoit. Oui, on le perçoit quand même. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais pour ceux de ma génération, on est dans la boum, on est de Mais c'est exactement ça. De toute façon, c'est un peu ça. Hein. Ma mamie et moi en mini dans Paris, vous voyez, quand elle m'a trimballé partout, et puis ensuite c'est moi qui la conduisais partout. Mais c'est ça. Mais en fait, au départ, et d'ailleurs, j'ai un peu tendance à appeler ça comme ça. C'est-à-dire que c'est pas un ovni, ce bouquin, c'est une sorte d'opni, c'est-à-dire que c'est un objet populaire non identifié ou un objet littéraire non identifié. Une histoire personnelle à portée universelle, peut-être. Alors peut-être, voilà. Merci Serge. Mais en tout cas, voilà, j'ai voulu au départ lui rendre hommage. En fait, surtout l'inscrire dans une forme d'éternité, me dire que voilà, je vais rien oublier, même si je l'enregistre, je fais des vidéos d'elle, etc. Mais ne rien oublier d'elle, de tout ce qu'elle me raconte, de tout ce que je sais. Voilà. Et donc j'ai commencé comme ça. La construction, c'est ça. Et puis ensuite, effectivement, il y a tout le travail d'enquête, tout le travail effectivement plus sociologique, même si je suis pas sociologue du tout, ni spécialiste senior, hein, et je me prétends en rien de tout cela, mais effectivement c'était intéressant d'élargir et j'adore l'idée, et maintenant j'avoue que je porte ça avec une forme de fierté, en tout cas d'engouement. Ça a compliqué votre vie professionnelle. Voilà. Alors, parce qu'on s'aperçoit que les aidants, 60% ont une vie professionnelle et font ça en plus. Ça. Alors vous expliquez que vous aviez de la chance par le peu de distance, mais... Alors 60% sont effectivement actifs et 57% sont des femmes. Même si les hommes sont formidables et j'en connais, et y compris dans ce studio. J'ai pas tout entendu, pardon. Simplement, oui, c'est ce qui est compliqué dans le monde professionnel, dans le monde de l'entreprise, c'est que il faut être, encore une fois, il faut être rentable, il faut être très concentré à sa tâche. Donc si on est dans le matin ou le soir ou que sais-je, on est moins productif, on est moins concentré, on est moins dévoué corps et âme à l'entreprise. Donc ça plaît pas, donc il faut pas le dire. Donc moi je l'ai pas dit, si ce n'est la dernière année à Europe 1 où j'ai commencé effectivement à le mentionner, et ça plaisait pas.
Non, c'est pas glorieux. Ça fait pas, c'est pas très glamour. Passez-moi l'expression. C'est pas très glamour, mais c'est un bel hommage sur la réflexion de la transmission, la solidarité, le respect des aînés, les liens très forts de la famille. Je rappelle, Nathalie Lévy, le titre de votre ouvrage, Courage au cœur et sac au dos, aux éditions du Rocher.